Avant toute chose, j'assiste donc à ce congrès de pneumologie. Je suis très sensible au fait que le docteur Paratian m'y ait donné une petite fenêtre humanitaire. Je ne vous parlerai pas de poumons, je ne parlerai pas non plus de l'élocution gréco-latine, parce que je suis complètement inculte en matière d'éducation gréco-latine. Tout sera en strict français, M. Pizjueras. Excusez-moi, mais je n'ai aucune allocution ni latine ni grecque à vous proposer. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire passionnante. Je me présente, je suis donc le docteur Koïcha, Zanatan de l'île Sainte-Marie. Je donne très rapidement mon cursus en 2 lignes. J'ai fait tout mon enseignement secondaire. J'ai passé mon bac un peu plus haut au lycée Gallieni. Et j'ai fait mes études préparatoires, à l'époque c'était le PCB, à l'Institut des sciences d'Ambassampute. Et puis je suis allé faire la médecine à Paris et à Rouen. Donc l'expérience humanitaire que je vais vous raconter, tout en essayant de ne pas être soporifique, est une aventure passionnante que j'ai vécue il y a à peu près maintenant plus d'un quart de siècle, il y a exactement 26 ans. Nous sommes pas mal de gens originaires de Madagascar et installés sur l'île voisine, à l'île de la Réunion. Et en 1987, nous nous sommes rendus compte qu'on pourrait quand même faire quelque chose sur le plan partenariat santé avec la Grande Île. Et alors donc, nous avons fondé une association humanitaire en 1987. Et puis alors, comme toute association en faisant ses premiers pas dans l'humanitaire, nous avons essayé de récolter le plus de cartons de médicaments possible, que nous sommes venus avec mon vice-président à ramener ici à la pharmacie centrale à Mamasque. Et nous nous sommes rendus compte plusieurs mois plus tard, parce qu'à l'époque c'était mon ami Séraphin, qui est comme moi originaire de la côte est de Madagascar. Il était à l'époque ministre de la Santé. Quand je lui ai posé la question du devenir des cartons de médicaments qu'on avait laissés à la pharmacie centrale, il avait été assez embêté. Il a fait quand même son enquête, et puis l'enquête a conclu que les personnes ne savaient où étaient partis ces cartons de médicaments. Qu'importe, nous nous sommes rendus compte que nos premiers pas dans l'humanitaire avec l'approvisionnement en produits pharmaceutiques était un pas très timide dans l'humanitaire. Et c'est en revenant un jour sur l'île Sainte-Marie que dans la cour de l'hôpital de Sainte-Marie, je me suis dit que la seule possibilité de faire de l'humanitaire de façon active à Madagascar, c'était de venir sur place. Nous avons donc commencé notre aventure humanitaire, notre expédition humanitaire dans un hôpital où il n'y avait pas de bloc opératoire, à savoir l'île Sainte-Marie. Je suis venu avec mon médecin anesthésiste et mon infirmière de bloc opératoire. Très fier de mes 120 kilos de boîtes de chirurgie et d'autres consommables pharmaceutiques. Nous avons opéré, nous avons transformé la salle de travail de maternité en bloc opératoire, et je me suis servi de la torche. À l'époque, je faisais un peu de cinéma amateur. La torche de cinéma dont je me servais m'avait servi de cialytique. Nous avons donc, comme ça, fait nos premiers pas humanitaires. Nous y avons, je crois, opéré à peu près une vingtaine de malades. Ça s'était très bien passé. Et puis après, se sont greffés là-dessus des équipes pluridisciplinaires, médecine générale, chirurgie dentaire, cardio, ophtalmo-optique, etc. Et je n'arrive donc à vous présenter cette association. Allons-y. Hop là. Toc. Accueil. Ça passe pas. Et alors donc, je vous présente ce principe que nous avons mis au point, à savoir qu'il fallait soigner, c'était l'objectif number 1, qu'il fallait enseigner, c'était l'objectif numéro 2, et qu'il fallait prévenir. Je reviens sur la prévention dont a fait part le précédent orateur. Et donc, nous avons mis au point
le principe des missions flash, courtes dans le temps et dans l'espace, qui réunissent la plupart des équipes médico-chirurgicales. Et nous sommes donc venus sur Madagascar principalement au départ, sur l'île Sainte-Marie qui nous a servi de chantier d'expérimentation, et puis après nous nous sommes attaqués à la Grande Île. Et donc nous avons mis au point ce principe de mission santé pluridisciplinaire avec ces 3 objectifs que je vous ai cités précédemment. Allez, hop, nous arrivons. Et alors donc, ces principes de mission santé s'articulent autour de la participation actuelle d'environ 40 à 45 missionnaires qui sont scindés en 2 départements. Un département hospitalier et une délégation itinérante. Le département hospitalier comprend la plupart des grosses équipes, en particulier 2 équipes de chirurgie, ORL, ophtalmo, cardio, gastro, écho, qui n'interviennent que sur la plateforme du lieu de chute que nous nous sommes donnés. Et en général, nous prenons des villes ayant déjà une structure hospitalière préexistante avec un bloc opératoire et nous déployons là toutes nos disciplines de spécialité qui constituent donc la délégation hospitalière. En face, nous avons une délégation itinérante qui est constituée par 4 médecins généralistes, 5 chirurgiens dentistes avec leur cortège de prothésistes dentaires et d'assistantes dentaires, une pédiatre et un opticien. Ces équipes itinérantes se proposent donc de soigner la population locale sur place, sur la base d'état-major qu'on a établie, et puis sillonnent dans un rayon d'environ 50 à 60 km les bourgades voisines selon l'état des routes. Ce qui nous permet donc de faire une action qui se déploie sur à peu près un pool d'une population d'environ 250 à 300 000 habitants. À ceci donc s'ajoute un enseignement post-universitaire. L'enseignement post-universitaire que nous distillons dans ces missions, en pleine brousse, comporte 2 volets. Un volet pratique, avec l'adhésion complète et totale de toutes les équipes soignantes locales sur place de l'hôpital où on travaille. 1. 2. On y ajoute également 4 ou 5 internes du CHU le plus voisin. Ce qui nous permet un tout petit peu d'agrandir le volant d'enseignement post-universitaire que nous proposons donc sous 2 volets. Un volet pratique avec donc l'adhésion totale de toutes les équipes soignantes locales et ensuite un volet théorique avec des conférences d'EPU que nous organisons le soir en fin de journée. Conférences qui rassemblent la plupart des spécialités présentes dans ces missions. Ceci constitue donc le 2e volet, à savoir celui de la formation. S'ajoute maintenant à cela le 3e volet, qui est le volet préventif. Nous faisons essentiellement des campagnes d'hygiène bucco-dentaire qui sont axées sur les élèves des écoles primaires, des écoles qui sont dans les bourgades voisines et dans la bourgade principale qui nous sert de plateforme opérationnelle. Et nous faisons donc ces campagnes d'hygiène bucco-dentaire et que nous finissons par la distribution gratuite de brosses à dents et de tubes dentifrice. Voilà donc le principe de ces missions. Oh là là, qu'est-ce qu'il est sensible. Alors, donc je ne reviendrai pas sur les différentes volets, les différents objectifs thérapeutiques, préventifs et pédagogiques. J'en dirais quand même 2 mots sur l'histoire de notre association qui a maintenant quasiment 27 années d'existence. Et comme tout à l'heure, Paraty avait rendu hommage aux victimes des attentats du mois de novembre, je me propose également de rendre hommage aux victimes d'un crash, parce que l'histoire de notre ONG a été excessivement assombrie par un crash que nous avons eu au retour d'une mission humanitaire que nous avions faite à Métran, il y a maintenant de cela exactement
20 ans, puisque ça a eu lieu, le crash a eu lieu le 18 juillet 1995. Nous avions apprêté le DC-3 de l'armée, et à l'atterrissage à Ivat, nous avons été victimes d'un crash. Mon équipe à l'époque comportait 22 missionnaires, il y en a 20 qui sont morts. L'équipage compris, on était une quarantaine, il y a eu 36 décès. Et alors donc, je me suis posé la question à l'époque en tant que président de l'association, de savoir s'il fallait tourner la page humanitaire de façon définitive, parce qu'on n'avait pas résolu très certainement tous les impératifs de sécurité, et je me suis dit, ça aurait été faire blasphème à la mémoire de nos disparus, et le crash d'Ivat en 1995 se situe historiquement parlant, c'était notre 13e mission humanitaire que nous avons faite, et aujourd'hui je peux être fier de vous dire que nous venons d'achever la 70e mission en Banche, il y a exactement 4 semaines de cela. Ceci dit, pour le bureau, ça n'a aucun intérêt. Alors l'exemple, je vais vous donner l'exemple d'une mission qu'on a faite sur les Comores. Cette mission, je pense qu'elle a eu lieu il y a 2 ans, c'était à Domoni, c'est à l'île d'Anjouan. Domoni a cette particularité que c'est de là que partent les fameux boat people qui font migrer les clandestins comoriens sur Mayotte, et nous avons pris soin de prendre cette destination comme point de chute pour essayer de freiner un tout petit peu le flux migratoire des malades comoriens qui, au péril de leur vie, essaient de rejoindre Mayotte où ils ont des meilleures conditions d'hospitalisation. Et alors donc cette mission de MONU n'a pas été particulièrement performante, puisque je crois qu'on a subi de plein fouet un cyclone, on ne s'y attendait pas. Et puis alors donc ça a réduit considérablement les activités de nos équipes, puisque le bilan total de cette mission avoisine à peine de 7500 malades au total. Donc voilà le type d'une mission. Et puis alors je vais vous donner maintenant, voilà la zone d'activité. À ce jour, nous comptabilisons environ 70 missions. Il faut dire que les 3/4 des missions sont axées sur la Grande Île, 1/10 sur les Comores, puisqu'on a fait quand même déjà 8 missions sur les Comores. Et nous nous sommes permis également, grâce au soutien du Transal, qui est l'armée, qui est l'avion militaire des Fazoï, de toucher la côte est de l'Afrique, puisque nous sommes allés à 2 reprises sur la Tanzanie, à Arusha et Lindi, et nous sommes allés également 2 fois au Mozambique, à Pemba et à Nampula. Nous, avec le soutien de l'Ordre de Malte, nous avons fait également une mission à Mali, et puis après le tremblement de terre survenu en Inde il y a à peu près une quinzaine d'années de cela, nous sommes également intervenus à peu près à 70 km dans le nord-ouest, dans la province du Gujarat, à Bharuch exactement, en Inde. Voilà donc en gros le palmarès des zones géographiques que nous avons touchées pendant ces missions. Alors je vous passe en revue, sans insister, cette diapo date de 2014, on avait été à l'époque à 68 missions, on est maintenant en fin 2015, on est donc à 70 missions, dont la grande majorité a eu lieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la Grande Île. Et je ne vous passe pas en revue toutes les missions que nous avons pratiquées. Nous avons parcouru Madagascar du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et je crois qu'il n'y a quasiment plus aucune région à Madagascar où nous n'ayons pas mis les pieds. Nous préférons axer nos missions dans les zones de brousse parce que nous pensons que les grandes métropoles que constituent Tana, Majanga, Tamatave ont déjà des structures sanitaires tout à fait valables, et je ne pense pas qu'on puisse rendre service dans les grandes métropoles avec ces missions humanitaires. Alors voilà donc en gros le survol que j'ai fait de cette association. Bon. Et alors donc, plusieurs réflexions vont étayer
mon passé d'humanitaire. Nous sommes une des rares organisations dans le monde à proposer ces missions pluridisciplinaires, flash, et je dois vous dire que le procès qu'on nous fait habituellement, c'est de dire que vous passez pour 10 jours, puisque ces missions ne durent que 10 jours, parce qu'on est subi à un travail très intensif. Beaucoup de missionnaires sont présents dans la salle. Notre Voun a fait la pédiatrie pendant plusieurs missions. Le docteur Patrick, qui va prendre la parole sûrement demain ou après-demain, a assuré le département d'ophtalmologie pendant plusieurs missions, et même le président en personne est venu nous prêter main forte pendant plusieurs missions. Donc ces missions sont épuisantes. C'est pour cette raison qu'elles ne durent que 10 jours. Et elles ne peuvent pas se prolonger plus parce qu'il y a le problème de la disponibilité des missionnaires. Tous ces missionnaires, je dois vous donner une précision que sur les 40-44 missionnaires qui participent à chaque mission santé, la moitié sont constitués par nos collègues malgaches et l'autre moitié est franco-réunionnaise. Et tous ces missionnaires viennent bénévolement, que ce soit du secteur public ou du secteur hospitalier. Il n'en demeure pas moins que beaucoup de praticiens dans le privé sont obligés de faire appel à un remplaçant ou parfois sont obligés de fermer leur cabinet. Et au niveau des hôpitaux, puisque j'étais moi-même personnellement chirurgien au CHD de Saint-Denis, nous ne disposons que, d'après la loi Kouchner, de 15 jours par an. Alors donc on est obligé de prendre ça sur notre propre congé pour pouvoir participer à ces missions. C'est la première explication de la brièveté de ces missions. La seconde explication, c'est que c'est épuisant. La troisième explication, c'est que ces missions sont lourdes à gérer. Nous transportons avec nous à peu près environ 5 à 6 tonnes de consommables pharmaceutiques. Nous amenons tous les consommables nécessaires aux diverses équipes intervenantes. Nous n'utilisons sur place que l'eau et l'électricité quand il n'y a pas de coupure de courant. Quand il y a une coupure de courant, nous avons nos propres groupes qui nous permettent de pouvoir travailler en toute quiétude. Et alors donc, au bout de ces 26 années de mission humanitaire, nous arrivons maintenant quand même à un total relativement honorable, puisque en l'espace de 26 ans, il y a quand même plus de 400 000 malades que nous avons traités en toute gratuité. Et ceci a nécessité la participation d'environ 2000 et quelques missionnaires venant de tous les horizons, malgaches, franco-réunionnais, métropolitains, etc. Donc, le procès qu'on nous faisait, que ces missions étaient brèves et qu'on partait après avoir soigné les gens, est un faux procès en ce sens que une partie restreinte, en particulier le problème se pose en chirurgie, une partie restreinte de nos équipes reste sur place une huitaine de jours pour assurer l'éventualité de pouvoir faire face à des complications post-opératoires que jusqu'à présent nous n'en avons pas eu, sauf une fois à Diego il y a une vingtaine d'années de cela. La seconde explication, c'est que nous commençons nos activités chirurgicales par les cas les plus lourds. Nous arrivons en général avant la mission, quelques missionnaires pour parer aux derniers préparatifs de la mission, et moi j'en profite pour faire déjà mon programme opératoire de toute la mission quasiment. Et ce qui nous permet de mettre les interventions chirurgicales lourdes en début de mission, et nous ne laissons la place qu'aux interventions mineures pendant les derniers jours de l'intervention. Ce qui nous permet de pouvoir faire face au post-opératoire immédiat. Quant au post-opératoire à distance, je vous ai dit que 2 ou 3 d'entre nous restaient sur place une huitaine de jours, et que donc ceci nous permet de pratiquer la chirurgie dans des conditions de sécurité relativement correctes. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur mon expérience de médecin humanitaire. Je dois vous dire que très peu d'associations dans le monde ont adopté ce concept de mission flash, sauf en cas
d'événements majeurs, séisme naturel ou guerre, mais que dans les zones où l'urgence n'est pas aussi urgente, dirais-je, nous réservons donc ce genre de mission et je suis heureux que nous ayons inspiré le même sentiment à une autre association qui s'appelle l'AMAR, dont je dirais deux mots, parce que on se pose toujours des questions sur les ONG, il y en a à tous les coins de rue. Moi, le seul point négatif de ma vie humanitaire, c'est que nous n'avons jamais réussi à faire des joint ventures avec les autres ONG travaillant sur la même zone. Il m'est arrivé, sans les nommer, d'avoir eu de contact avec des très grosses ONG que j'appelle moi les multinationales de l'humanitaire. Je ne les citerai pas parce que nous ne sommes qu'une petite association locale créole réunionnaise et que donc je n'ai jamais réussi à avoir une jointe venture avec les grosses cylindrées. Et je me permets de dire un mot sur l'AMAR. L'AMAR, c'est une association multiaide de la Réunion qui, à l'époque, quand on a eu le crash en 1995, avait centré la plupart de ses actions sur des fournitures des denrées alimentaires quand il y avait période de sécheresse, période d'inondation, etc. Et puis lorsque nous avons eu ce cataclysme avec le crash d'Iwak, nous étions vraiment diminués de tout puisque notre matériel avait disparu. La plupart de nos missionnaires avaient également disparu dans les crashs. Et l'AMAR est la seule association qui nous ait prêté main forte. D'abord, il nous a attribué un chèque assez consistant pour dire, écoutez, continuez, on vous soutient financièrement. Donc, c'était la première poignée d'aide que j'ai reçue d'une ONG parallèle. La seconde, c'est que ça leur a inspiré de faire la même chose. Et ils l'ont fait pendant de très nombreuses années, mais contrairement à nous, ils ne se sont pas dispersés sur la grande île. Ils ont concentré leurs actions sur un endroit bien défini qui s'appelle Mananjar. Ils y ont travaillé pendant 7 ou 8 ans. Et puis après, il y a eu quelques secousses dans l'organisation des associations. Et puis leur mission santé, n'existe plus. Alors donc voilà, si vous voulez, en deux mots, mon expérience humanitaire. Et je suis très heureux et très sensible que Paratian ait donné la parole pour vous en parler. Voilà, si vous avez maintenant des questions, je pense que vous avez des questions. Je préfère répondre à vos questions que de continuer mon laïus. Oui, merci beaucoup pour cette intervention si brillante et je pense qu'il tombe à pic étant donné qu'on est à Madagascar et je suis sûr qu'il y a des gens ici qui sont malgaches et qui peut-être ignoraient le travail effectué par les médecins de l'océan Indien et un grand merci. Ma question est très simple, pourquoi un chirurgien s'intéresse à la médecine générale en général? Ça va me refaire encore un retour en arrière, mais moins long que celui de mon orateur précédent, puisque ça se situe que simplement à 50 ans de cela. J'étais encore élève j'étais en 5e, quand M. Raoul Follereau, que vous connaissez, puisque c'est lui qui a initié la lutte contre la lèpre dans le monde, est venu à l'école des frères, parce que j'étais élève de l'école des frères Saint-Joseph à Tamatave, et il nous a parlé de sa lutte contre la lèpre. J'avais à l'époque, je crois, 12 ans et demi, 13 ans, et j'ai été vraiment secoué par les propos de M. Follereau, à qui je dois ma vocation de médecin. Et si vous voulez que je réponde aussi à la deuxième question, ma vocation de chirurgien, elle fait appel au cinéma. J'ai préparé le bac, ici à Tana, au lycée Galieni, quand est paru sur les écrans du cinéma Richard Neleken, le film Pour que vivent les hommes. Alors, Pour que vivent les hommes est un film qui est tiré d'un roman de Slaughter. Et lorsque j'ai vu l'acteur américain dont le nom m'échappe, Robert Mitchum, opérer son copain Frank Sinatra d'une affection pulmonaire, je me suis dit, je ne ferai pas la médecine générale et je ferai la chirurgie.
Donc c'est à Robert Mitchum et à Frank Sinatra que je dois ma vocation de chirurgien. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation et bravo. Je me souviens de cette histoire de crash, c'était extrêmement grave ça. Petite question par rapport à l'humanitaire. C'est vrai qu'on intervient en tant que médecin en aval de la vie, en amont de la vie, à augmenter l'espérance de vie et à sauver des vies humaines à la naissance. Donc nous avons un rôle de déséquilibre de l'état naturel des choses. Ma question est la suivante. Est-ce que, en amont des événements, est-ce que vous faites du planning familial? Et en aval, est-ce qu'il y a de l'accompagnement pour la fin de la vie? Et c'est surtout le planning familial dans des missions aussi courtes qui sont très importantes, parce que c'est bien beau d'aller améliorer l'état des populations, mais si on détruit des déséquilibres, c'est fondamentalement grave. Et je terminerai le commentaire en disant que la COP 21, c'est très bien, mais jamais on n'a parlé de la surpopulation mondiale, qui est le seul problème. Il y a 50 ans, on était 3 milliards, et maintenant on est 7 milliards, chercher l'erreur. Ma réponse va être toute simple. Lorsque je vous ai parlé un peu de nos soucis de médecine préventive, nous avions également à l'époque axé nos actions sur les campagnes d'hygiène bucco-dentaire et sur la campagne anti-sida. Et sur la campagne anti-sida, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes que des piètres intervenants. Notre association est trop petite en dimension, en ressources humaines, pour pouvoir dire que nous avons fait une lutte anti-sida. Donc la lutte anti-sida, on y a mis une croix. De la même façon, je vous répondrai qu'en matière de planning familial, nous avons trop d'activités curatrices qui nous attendent dans les endroits où nous allons pour pouvoir déléguer à d'autres personnes le souci du planning familial. Le souci du planning familial, je vais vous dire moi des chiffres qui vont vous étonner. Quand j'ai quitté Madagascar en octobre 1958 pour partir sur Paris, faire ma médecine, nous comptions à Madagascar à l'époque 4 500 000 âmes. Et il était coutume de dire à l'époque, en 1958, que la Grande Île avait plus de têtes de bétail que d'êtres humains, puisqu'à l'époque, le cheptel ovin et bovin était dans les environs de 5 millions à 5 500 000. Donc il y avait beaucoup plus de bétail que de population. Actuellement, Madagascar compte plus de 20 millions d'habitants. Si vous appliquez le même chiffre de multiplication par rapport à la population de la France métropolitaine, qui lorsque j'ai débarqué en octobre 1958, ne comptait que 54 millions. Il est actuellement autour de 62-63 millions. À cette époque, si la France avait poursuivi le même coefficient de multiplication, nous serons actuellement en France métropolitaine à 300 millions, donc plus nombreux que les Américains. Alors, ça c'est donc la première observation que je vous fais. La seconde observation que je vous fais est une observation que je vois couramment dans mes consultations de chirurgie. Lorsque nous intervenons sur des patientes qui ont dépassé les 30-35 ans, la question primordiale, pour quel que soit le motif de la consultation gynécologique qui les fait venir chez nous, ma première question est de savoir combien d'enfants ils ont. Ben, je peux vous dire qu'à 35 ans, 8 fois sur 10, une patiente malgache a dépassé 6 maternités. Alors c'est pour ça que lorsque nous intervenons, nous leur posons la question simplement. Nous serons abdomen ouvert, vous voulez qu'on vous fasse la ligature des trompes? Et 99 fois sur 100, ils répondent oui avec un sourire énorme. Voilà. D'autres questions? Oui, encore deux questions puisque... Oui, je me permets. Oui, bien sûr, vas-y. Oui, alors je suis médecin malgache travaillant à La Réunion, mais ayant déjà travaillé à Madagascar. Je vous félicite de tout ce que vous avez fait. On ne peut être qu'admirative. Moi, la seule chose qui m'interpelle et qui me préoccupe, c'est apparemment vous ne revenez jamais au même endroit. Est-ce que ça vous gêne pas de savoir justement quel a été l'impact de votre action sur telle ou telle chose à tel endroit, ou bon, c'est un choix que vous faites et vous ne posez pas la question?
J'ai beaucoup de plaisir à répondre à votre question parce que, bien entendu, que la question s'est posée à nous à maintes et une reprise. Alors, sachez que durant les 4 dernières années précédentes, c'est-à-dire donc depuis environ 4 ans, nous réintervenons sur la mission précédemment faite. C'est comme ça que nous sommes réintervenus à plusieurs reprises, à Maïvatanan, à Marouaï, à Fénérive, etc. Donc ceci nous permet donc de revoir nos patients. 1. 2. Nous insistons énormément aux critères de l'adhésion complète des équipes soignantes locales. Sachez qu'aucune intervention n'est faite sans qu'il y ait un assistant malgache avec nous. Et en général, un assistant malgache de l'équipe locale. Ce qui fait que donc, 1, ils sont parfaitement instruits de ce que nous avons fait comme acte opératoire, et puis 2, pour des problèmes de surveillance à distance, une fois que nos équipes sont parties, ils sont parfaitement au courant, puisqu'il y a le protocole opératoire qui a été établi, ils ont été témoins et acteurs de l'acte opératoire. Donc ceci nous donne un certain sentiment de sécurité. Troisièmement, je dois vous dire que nous avons des cas qui sont restés suspendus à l'examen histologique de la pièce. En particulier concernant la thyroïde, concernant certaines affections gynécologiques. Il nous est arrivé à ce moment-là de rappeler le site précédent, le responsable chirurgical du site précédent, et de leur dire qu'ils envoient les malades sur notre destination prochaine, qui en général se situe à peu près à 300-400 km. Les malades prennent le taxi de brousse et nous le reprenons en cours pour achever le traitement. S'il s'agit par exemple d'une lobectomie thyroïdienne pour cancer de la thyroïde, nous totalisons les restes de la thyroïde. S'il s'agit par exemple d'une affection tuberculeuse, à ce moment-là, ils sont avertis parce que toutes les pièces opératoires repartent sur la Réunion. 3 semaines plus tard, pas plus tard qu'hier soir, je viens d'envoyer tous les comptes rendus anatomo-pathologiques de la mission que nous venons de finir il y a à peu près 3 semaines en banque. Ce qui veut dire donc qu'au niveau suivi thérapeutique, suivi histologique, nous prenons quand même soin de nos malades. Il nous est même arrivé d'opérer des cancers évolués, en particulier des cancers digestifs, du côlon où l'exérèse a été complète, la continuité non rétablie, car les conditions locales n'étaient pas satisfaisantes. En général, c'est un diagnostic qu'on fait une fois sur 2 avant d'être ouvert. Et à ce moment-là, le malade se retrouve en colostomie. Nous veillons à ce que la malade soit reprise 6 mois plus tard, puisque nous intervenons en général 3 fois par an sur Madagascar. Donc 3 mois plus tard, nous complétons et nous rétablissons la continuité. Merci. Une toute dernière question. Voilà. Merci, docteur. Docteur Daniel, ancien médecin militaire à la retraite, ancien chef de service de maladies respiratoires. Je voudrais savoir, vous est-il arrivé, en préparant vos missions humanitaires, vous est-il arrivé d'avoir été refusé? D'être refusé? Oui, qu'on n'a pas voulu votre venue. Donc, voilà déjà 6 pays. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir été refusé? Écoutez, mon expérience, je peux vous dire, en termes un peu rigolos, que j'en suis actuellement à mon 5e président de la République malgache. Et j'en suis à peu près à mon 12e ambassadeur de France. Quant au ministre de la Santé, je les ai quasiment tous connus un par un. Donc Séraphin, qui était en même classe que moi à l'école des Frères Saint-Joseph, et Didier Attirak, qui était également en même temps que moi à l'école des Frères Saint-Joseph. Donc pour le moment, il nous a jamais été refusé, mais je pense que en 25 ans, la République malgache nous a fait l'honneur de poursuivre nos activités. Je crois qu'elle continuera à le faire. Merci, Dr. Koicha, de votre intervention et merci pour les questions.
chers amis, on va faire un deal. On va faire la pause café maintenant, mais 20 minutes, pas plus, parce qu'on a besoin de prendre l'énergie pour écouter Dr Paratian. Il va nous parler d'un côté pratique de bilan allergologique et test cutané dans l'asthme.